Le plaisir d'accueillir Victoire Troyon et Mathilde Lechelet. Nous allons parler ce soir du thème « Créer des podcasts en féministe, sonorités intimes et politiques ». Victoire Troyon, bonsoir. Vous venez de faire connaissance avec notre public. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Vous êtes journaliste et podcasteuse. Vous êtes connue notamment pour les podcasts Les couilles sur la table et Le cœur sur la table, qui ont tous les deux fait l'objet d'une publication écrite sur Binge Audio. Je profite pour vous rappeler que la rencontre de ce soir sera suivie d'une séance de dédicace des ouvrages du même nom. Pour animer cette soirée, nous avons invité Mathilde Lechelet. Bonsoir. Vous êtes chargée d'études et de recherche à l'Institut national d'histoire de l'art et podcasteuse. Vous avez réalisé notamment des podcasts sur Coven, un espace de sororité créé par la chorégraphe Nina Sentes, que certains d'entre vous connaissent peut-être puisqu'elle est venue faire une nocturne féministe l'année dernière, en novembre, en lien avec le Centre chorégraphique national d'Orléans. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mathilde et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Prisca Terno pour cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être avec vous tous et toutes ce soir et avec Victoire Troyon pour parler podcast et féminisme. Avant de rentrer dans le vif de la conversation qui va durer à peu près 1 heure et être ponctuée de brefs moments d'écoute de podcast pour que vous ayez bien dans les oreilles ce dont on va parler, je vais faire un petit panorama de tout ce que vous avez créé. C'est parti. Victoire Troyon, vous avez étudié à Sciences Po Paris et pendant ces études, vous êtes partie aux États-Unis où vous avez étudié la photographie, l'écriture de fiction et où vous avez aussi beaucoup appréhendé les études de genre à ce moment-là. Puis vous avez intégré le master de l'école de journalisme de Sciences Po, en parallèle duquel vous travaillez en apprentissage à France Télévisions. Donc ça, c'est la télé, presse télé. Vous avez été par la suite éleveuse de chèvres, professeure d'histoire-géographie et serveuse. Vous avez ensuite été journaliste au quotidien à la montagne, donc presse écrite. Et puis, vous avez travaillé à nouveau pour la télé pour l'émission La Grande Librairie sur France 5. À partir de 2017, vous êtes tombée dans la grande marmite des podcasts avec un premier podcast qu'on va écouter un peu plus tard qui s'appelle « Hélas, c'est le drame » pour Arte Radio. Et puis, à partir de septembre 2017, pour Binge Audio, « Les couilles sur la table », un podcast sur la virilité, les masculinités et les hommes qui compte aujourd'hui 93 épisodes et qui, pour le seul mois de février 2024, comptait 429 000 écoutes. Ensuite, vous avez animé La Bonne Graine pour Binge Audio, de manière concomitante, où vous mettiez en valeur les travaux des étudiants de l'université Paris-Saclay. Vous avez écrit une fiction sonore qui s'appelle Mental FM pour Arte Radio en 2018. Il y a aussi eu un autre podcast pour Binge Audio qui s'appelle Du sport. Et puis en 2021, vous interrogez l'amour, notre rapport à l'amour dans une société hétéronormée et patriarcale pour Binge Audio avec Le cœur sur la table, qui est un podcast documentaire. Donc c'est intéressant parce que Les couilles sur la table, c'est un podcast de conversation avec des expertes penseuses. Le cœur sur la table, c'est plus de l'ordre de la broderie sonore. Vous parlez aussi de cœur, de conversation collective. Donc ça, on va en parler bien sûr. Et puis 2023, c'est tout frais. Il y a une sorte d'extension aux couilles sur la table qui s'appelle Nous faire justice, qui est un cycle de discussion enregistré en public sur la question des violences sexistes et sexuelles et sur la question de la réparation aussi face à ces violences. Et en 2023, une autre fiction au suivant pour la série When I Was 15, Dire et lire le désir. Tous ces podcasts ont donc abouti notamment à 2 ouvrages, donc Les couilles sur la table qui est paru en 2019 et Le cœur sur la table qui est paru en 2021. Avant d'écouter le premier podcast « Hélas, c'est le drame », je voulais vous demander de revenir un peu sur ce parcours qui a été brossé dans un très rapide panorama, votre rapport au journalisme et votre passage au podcast. Pourquoi aller vers le podcast natif, donc qui est hébergé sur Internet et qui n'est pas diffusé sur les ondes en direct ?
Pourquoi ce podcast natif plutôt que la presse écrite, plutôt que la télé ou plutôt que la radio que vous avez, format que vous avez presque tous expérimenté? Merci beaucoup. En fait, j'étais pas très bonne à la télé et aussi je me sentais pas vraiment à ma place dans la presse écrite. Et le podcast, moi j'aimais énormément ça. Au début, j'écoutais surtout des podcasts de Radio France. Quand notamment je gardais les chèvres là, quand je travaillais dans cette ferme autogérée en Andalousie, parce que j'adorais en fait faire des choses avec mes mains et écouter des choses en même temps. Et parce que j'aimais beaucoup parler. Il se trouve que, vu comment c'est fait la radio, même quand on est journaliste diplômé et tout ça, on ne peut pas avoir une émission comme ça tout de suite. J'en avais pas fait avant, et donc ça n'aurait pas eu de sens que j'aille proposer ça à la radio. Et le podcast, c'est quelque chose qui n'était pas cher aussi, c'est pas cher à produire. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de podcasts féministes. Voilà, parce que les femmes, les féministes ont moins d'argent, je sais pas, donc du coup c'est un peu les nouveaux blogs, quoi. Et voilà, et le podcast c'était simple à faire, à produire, donc c'est pour ça que j'ai été le proposer à des studios de podcast. Merci. Donc là on va écouter Et là c'est le drame, un petit extrait de quelques minutes. Prisca, est-ce que tu peux le lancer s'il te plaît, de quelques secondes? Mais d'où ça vient? Pourquoi les journalistes de télévision se sont-ils tous mis à parler comme ça? Déterminé, l'ancien militaire a fédéré 4000 vaches, moutons, chevaux et autant de crottins. Grâce à une caméra de surveillance dans son entrée. Parmi les infidèles, près d'une sur deux consultent. Des haricots verts. Ils croient que c'est ce que leurs chefs attendent d'eux. Mais les chefs attendent pas ça. Et les chefs sont paradoxaux parce qu'ils se plaignent de l'uniformisation, c'est les premiers à s'en plaindre, et en même temps ils ne font pas ce qu'il faut pour que ça change. S'en plaindre, et en même temps ils ne font pas ce qu'il faut pour que ça change. Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la... Ça, c'est un teasing pour la suite. Donc là, dans cet extrait, on entend à la fois un amour pour le montage, pour vraiment cette broderie très fine et très drôle aussi, il faut le dire. On entend aussi une interrogation sur les questions de genre, puisque c'est la question justement que je voudrais vous poser, ce rapport à la voix, comment est-ce que vous l'avez analysé et qu'est-ce que le passage au podcast change pour vous dans ce rapport à la voix? Bon, alors je ne sais pas si vous voyez tous de quoi ça cause, ce truc de Hélas, c'est le drame. C'était un petit... En fait, c'est le premier projet que j'ai proposé quand je suis sortie de la grande librairie, quand j'étais pigiste, quand j'ai décidé d'être à mon compte, quoi. Ça partait d'une mauvaise expérience que j'avais faite à France Télévisions où j'arrivais pas à faire la voix qu'il fallait pour les JT, pour le journal télévisé. Parce que j'allais tourner les reportages et j'arrivais pas à parler comme ça, enfin à parler comme au JT. Voilà. Donc c'est ce que je raconte dans ce petit documentaire pour Arte Radio, mais ça dure 12 minutes. Donc je vais voir mon ancien chef, c'est lui qu'on entend là, c'est un grand rédacteur en chef de France 2 qui était très très rigide sur les questions de voix parce qu'en fait au journal télévisé on veut que tous les journalistes aient la même voix et on réalise que c'est aussi une voix grave, une voix avec le même, enfin vous entendez quoi, avec le même phrasé, tout est hyper grave. Voilà, il neige, il y a une guerre, c'est pareil, c'est hyper grave. Bon. Et donc moi je n'y arrivais pas bien. Et en même temps, ça m'amusait, cette voix que je trouvais quand même un peu ridicule. Et donc, c'est vrai que c'est chouette. Enfin, je souris là en repensant à ça, ça fait 7 ans maintenant. Parce que c'était très joyeux pour moi de faire ça. Voilà, à la télé, où on trouvait que bon, je ne savais pas bien quoi faire de moi. Et d'arriver comme ça dans le podcast avec ce truc où il est question de trouver sa voix. Voilà, que j'entendais toujours évidemment dans le double sens de la chose où les gens à la télé me disaient tout le temps mais il faut que tu trouves ta voix, ce qui veut dire que tu arrives à parler comme tout le monde. Voilà. Et moi je me disais peut-être je vais pas trouver ma voix comme ça, non ça va pas être voilà, donc voilà, c'était le début pour essayer de trouver ma voix. Et évidemment dans le podcast il y a du coup il y avait eu un style qui semblait plus libre au début, mais comme dans toutes les créations, tous les domaines, on finit tous par se copier les unes les autres. Et donc, je sais, par exemple, les podcasts les plus écoutés, il y a un ton très parisien, non, il y a un accent. Ouais, je vois que ça hoche la tête, voilà. Voilà, c'est un style, oui, un peu précieux, comme ça. Il y a une copine à moi qui m'a fait faire qui est metteuse en scène. Et dernièrement, dans Le cœur sur la table, j'ai juste fait des lectures d'un texte que j'adore qui s'appelle Les luttes fécondes. Et donc cette copine metteuse en scène est venue dans le studio avec moi parce qu'elle est habituée à faire travailler des comédiennes. Et je voulais qu'elle me fasse lire.
Et j'étais là avec mon casque, appareil dans le micro et tout. Elle était là, mais c'est insupportable. En fait, vous faites de l'auto-ASMR vous-même avec votre casque. Elle dit, mais pourquoi vous nous parlez comme ça, là, comme si on était dans votre oreiller, comme ça, tout près et tout, c'est infernal. Et je disais, ah ouais, t'as raison. Et donc du coup, voilà. Mais alors que pour nous, ça nous paraît être le ton logique, quoi. Bref, voilà, pas simple de trouver sa voix. Non, pas simple, et c'est vrai qu'il y a une tendance à la suavité peut-être, ouais, qui se retrouve beaucoup. Et il y a en plus, comme après les pistes sont réécoutées, il y a un peu ce truc de on a créé sa voix et donc il faut garder cette voix-là et toujours repartir dans cette voix-là. Et tout à l'heure, j'ai évoqué votre séjour aux États-Unis. Qu'est-ce que ça a changé ce moment-là pour vous dans votre rapport au féminisme? Et est-ce que c'est là qu'a germé l'idée des couilles sur la table ou est-ce que ça remonte à avant, cet éveil au féminisme et aussi aux questions des masculinités? Bon, alors le féminisme, bon, c'était quelque chose, mais je crois comme pour beaucoup d'entre nous, non, il y a beaucoup de féministes, je pense, ici, dans la salle, voilà, nous nous reconnaissons. C'est mieux si je suis un peu debout, vous me voyez mieux, peut-être? Ouais? Ok. Bah, du coup, je fais ça, Mathilde, d'accord? Ok. Alors, c'était très charnel pour moi, le rapport au féminisme. C'était quelque chose d'assez évident. C'était les discours de ma mère qui n'étaient pas évidemment politisés, mais qui avaient elle-même une façon de vivre. Enfin, elle a quitté mon père très tôt parce qu'il lui tapait dessus. Donc, c'est vrai que moi, je la voyais, elle, comment elle faisait pour élever ses 2 enfants, donc mon frère et moi. Je voyais les copines autour d'elle. Je voyais bien comment les femmes avaient peur, comment les femmes sortaient d'histoires toxiques, comment... Voilà, et comment aussi ma mère gagnait sa vie et voyageait sans peur et était indépendante et était une femme qui avait des idées en fait assez arrêtées sur la violence des hommes, sur la liberté des femmes, sur ce à quoi on pouvait prétendre, ce à quoi on avait le droit, qu'on avait le droit d'être, par exemple, de jouir de nos corps, que la sexualité c'était quelque chose d'important. Bon, tout ça, quoi. Voilà, donc ma mère, elle m'apprend ça. Après, j'ai une demi-sœur qui est avocate, qui a 15 ans de plus que moi, qui est très féministe aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, elle défend... elle ne fait que assister des victimes de violences. Voilà, c'est un choix très fort qu'elle a fait. Elle m'a offert King Kong Theory de Virginie Despentes très tôt, quand c'est sorti, en fait, quand j'avais 16 ans. Donc voilà, il y avait plein de choses dans mon climat qui faisaient que c'était assez évident pour moi d'être féministe. Et puis, et donc je pourrais en parler des heures, parce que ça a été mon enfance, ce que je voyais dans les médias, ce que je lisais, les chansons que j'écoutais, tout ça. Voilà, et donc tout ça, bien sûr, préparer le terreau pour un engagement plus franc par la suite. Et le séjour aux États-Unis, oui, je pense que c'est là que j'ai entendu parler pour la première fois des men's studies, donc des études faites sur les masculinités, masculinities, men's studies. Mais j'ai pas vraiment étudié ça là-bas. C'est juste qu'il y avait des tracts qui circulaient sur le campus et tout. Donc bon, il y avait ça. Et donc là, c'était les années 2011, 12, ouais, 2010, les États-Unis. Donc il y avait en fait déjà le courant souterrain qui continue, parce que le féminisme, ça s'est jamais arrêté en fait. C'est juste que des fois, on rentre sous terre et puis on ressort, quoi. Et donc je sentais déjà ça. Voilà. Et à l'école de journalisme, j'avais voulu faire mon projet de fin d'année sur les hommes et la masculinité, et il m'avait dit c'est vraiment pas intéressant. Donc, et je comprends pourquoi il disait ça, mais voilà, mais je l'avais quand même noté dans ma liste d'idées à faire, et c'était mi-féministe, mi-obsessionnel. C'est-à-dire vraiment j'étais très très intéressée par les hommes et de façon ouvertement sentimentale, sexuelle. Bon bref, les hommes m'intéressaient beaucoup. Et donc, c'était un peu les deux, quoi. Voilà. Féministe et affectif. Et je vais me mettre comme ça aussi. Allez. En plus, ouais. Allez. Donc, vous avez cité Virginie Despentes et King Kong Theory comme choc. C'est un choc. Et Virginie Despentes est l'invitée de 4 épisodes du podcast Les couilles sur la table. Ça pose la question déjà du long format qui est permis par ce podcast. Pourquoi 4 épisodes? Comment ça vous est venu? Et qu'est-ce que ça fait d'interviewer Virginie Despentes aussi quand on a vu ce choc-là de King Kong Theory? Merci. Donc, oui, le podcast c'est super parce que ça peut être très long. Bon, d'ailleurs, au début, les épisodes que je faisais duraient 30 minutes, puis maintenant ça s'étire en longueur. Alors, je ne sais pas, il y a des gens qui aiment bien, d'autres qui aiment moins bien.
C'est vrai que moi, des fois, quand je vois 1h15 affiché sur un podcast, je suis là, ouh là là, non, vraiment, j'ai pas envie, tu préfères regarder une série peut-être, tu vois. Donc je ne sais pas quoi faire de cette histoire de longueur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne tire pas la ligne, quoi, hein. On n'essaie pas de remplir une case. On coupe quand on trouve que c'est bien de couper. Donc les épisodes des couilles sur la table, c'est très monté. Les épisodes de Virginie Despentes avec Virginie Despentes aussi. Qu'est-ce que ça fait Eh bien, j'étais très curieuse en fait de ce qu'elle pensait sur un certain nombre de sujets et j'espérais être digne du temps là, qu'elle accordait. Voilà, j'avais relu tous ses livres et tout ça. Je les ai jamais réécoutés, je réécoute jamais aucun épisode à part au montage, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que c'est des épisodes qui ont été écoutés, qui ont fait du bien. Voilà. Et en ouverture du livre Les couilles sur la table, il y a d'ailleurs une citation de King Kong Theory que je vais lire parce qu'elle est très efficace. Ah, et ben voilà, je me rapproche un peu de lui finalement, on ne sait pas ce qui se passe. Le féminisme est une aventure collective pour les femmes, pour les hommes, pour les autres. Une révolution bien en marche, une vision du monde, un choix. Il ne s'agit pas d'opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, mais bien de tout foutre en l'air. Je trouve ça pas mal de lire ça. Comme programme, c'est bien. Et comme programme, justement, Les couilles sur la table, ça commence en septembre 2017. C'est aussi le moment où éclate l'affaire Weinstein et où essaime le mouvement MeToo, qui est toujours d'actualité. On a parlé de libération de la parole, et c'est un terme à nuancer puisque les femmes ont toujours parlé, les victimes en général ont toujours parlé. On a aussi parlé de révolution de l'écoute. Et je voulais savoir ce que ces termes vous évoquent. Et vous, en tant que créatrice de podcast, comment est-ce que vous envisagez ça, cette écoute ? Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais écouté de podcast ? Personne ne vous voit, vous pouvez juste faire un petit signe, mais... Ok, bon. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de très fort au fait de mettre des voix inconnues ou qui deviennent familières au fur et à mesure dans ses oreilles, quoi. C'est pas pareil que de regarder une vidéo, c'est pas pareil, c'est un peu similaire à la lecture, mais il y a ce truc très charnel, quoi, que les voix nous font naître des images, que les voix nous parlent au corps, quoi, directement. Et ça, c'est... Je suis encore émerveillée par ça, quoi. En fait, quand je pense que j'en ai assez écouté, alors j'en ai écouté des milliers d'heures de podcasts, bah voilà, il y a une nouvelle création et je me dis ah là là, cette voix, c'est formidable, tout ce que ça a fait. Bon, c'est pas que le podcast, c'est la radio en fait, hein, c'est le son, c'est l'écriture par le montage, c'est l'écriture sonore, c'est comment les gens parlent différemment dans un micro, c'est tout ça. Et c'est vrai que je pense que le podcast est en train de nous apprendre à écouter différemment. Et je trouve ça évidemment magnifique que ça ait lieu. Et puis d'un point de vue féministe, je pense qu'il y a eu, que le podcast a été vraiment un des médiums d'éducation populaire féministe, quoi. Et ça me fait frissonner de dire ça parce que je n'imaginais pas, je suis si heureuse en fait que ça a été possible, qu'il y avait cet outil gratuit à portée de main dans un téléphone, voilà, et qu'avec Charlotte Bien-Aimée, avec Lorraine Bastide, avec Quad Meuf, avec Clémence Alzard, il y en a plein en fait, des créatrices, plein que j'oublie, mais et qui ont fait comme ça circuler des émotions, des histoires, des savoirs, des pratiques féministes. Et je pense que collectivement, et on en a toutes été bouleversée et changée, quoi. Moi, je l'ai vu de mois en mois quand je faisais des rencontres en librairie. Je vois bien que les meufs, elles racontent plus la même chose en 2019 ou en 2021, quoi. C'est pas pareil. Ça. Donc, bien sûr, il y a tous les médias, il y a Instagram, il y a plein de documentaires et tout, mais le podcast, quoi. Il y a eu quelque chose, quand même, le fait de pouvoir écouter pendant des heures des chercheurs, des chercheuses nous dire des choses. Je pense à Charlotte Bien-Aimée, vraiment, voilà, ces documentaires magnifiques, avec des scènes inoubliables. J'imagine que vous aussi, ça vous fait ça, qu'il y a des choses que vous avez entendues, vous savez où vous étiez, quoi, quand vous les avez écoutées, vous saviez ce que vous regardez. Moi, il y a des rues dans Paris dans lesquelles je passe, je sais que c'était là que je marchais quand j'ai entendu cette femme incroyable en prison dire que s'il fallait buter son gars à nouveau, elle le referait et tout ça. Bon, voilà, je pense à elle, à cette voix-là, mais à plein d'autres. Des choses qu'on comprend comme ça. Voilà, pour les couilles sur la table, apparemment, des fois, ça fait ça, quoi. Ou la poutre, ces trucs de grandes conversations, là,
où on entend quelqu'un parler, puis d'un coup, clac, on comprend quelque chose. Donc je trouve ça génial quoi, que le podcast puisse servir à ça, comme outil d'éducation populaire, ouais, c'est ça, l'éducation populaire. Merci. Et justement, concernant les penseuses que vous invitez dans les couilles sur la table, pourquoi déjà avoir eu envie de faire appel à LE ? Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que vous avez une question et vous cherchez qui pourrait y répondre, ou vous aimez le travail de quelqu'un et vous lui posez des questions ? Et après, vous-même, comment est-ce que vous vous positionnez ? Parce que la place du jeu de la première personne est très importante dans les podcasts féministes notamment. Vous vous positionnez très clairement dans l'introduction du livre Les couilles sur la table. Et puis, dans le podcast, vous parlez aussi de vous. Vous parlez de vos expériences. C'est quelque chose de très situé, de très incarné, qui s'oppose à une supposée objectivité. Bon, les couilles sur la table, c'est un format assez classique quand même de conversation. Comme en fait, j'aurais pu peut-être en avoir à la radio, mais bon, ça aurait créé aussi autre chose parce que là, la radio, c'est intimidant. Les studios, nous, quand on enregistre, on dirait qu'on est un peu comme à la maison, puis on a tout notre temps. Enfin, c'est un autre dispositif de recueil de la parole. Sur la place du jeu, que dire ? Oui, que ça me paraît être une démarche d'honnêteté, en fait, que de ne pas cacher un certain nombre de faits importants, de dire qui je suis, d'où je parle, quoi. C'est limite un acte de politesse, en fait, de faire ça. Et après, c'est vrai que moi, contrairement à d'autres, je dévoile assez peu de choses, quand même. Dans le cœur sur la table, un peu plus, mais voilà, dans les couilles, pas tellement. Et il y en a d'autres qui font un travail merveilleux, parce que là, s'il est question de créer des podcasts en féminisme, il y a bien des féministes qui créent des podcasts et qui vont très très loin dans la mise en jeu. Dans ce jeu-là. Je pense à Judith Duportail, là, tout récemment, on est en train de faire un documentaire qui est en train de sortir dans vos applis, là, qui s'appelle 20 milieux sous ma chair, dont le 2e épisode vient de paraître aujourd'hui. Ah, c'est vrai, bon, je vois quelqu'un qui a l'air de dire que c'est bien. Bon, bah, c'est très beau, c'est une autrice qui a retrouvé les cassettes qu'elle envoyait à sa meilleure amie quand elle avait 12 ans. C'est bouleversant. Je pense à Lorraine Oliel qui a fait ce chef-d'œuvre là qui s'appelle Mon Odyssée. Enfin, c'est vrai que le podcast, on a dit que c'est le média de l'intime, c'est le média du jeu, c'est quelqu'un qui vous raconte quelque chose à l'oreille comme une amie, quoi. Et oui, bah, j'essaye de faire ça, mais je suis pas trop à l'aise non plus avec ça. Je sais pas, je cherche encore la bonne distance. Ouais. J'avais envie de citer aussi Les chemins de désir de Claire Richard sur son rapport. C'est une autofiction sur son rapport à l'imagerie pornographique. C'est vraiment magistral. Peut-être qu'on va écouter le premier épisode de la première saison des Couilles sur la table, un petit extrait. C'est l'heure des couilles sur la table. Ah, c'est bon, tout va bien. Un podcast produit par Binge Audio. Je me trouve en ce moment avec une spécialiste des masculinités. Bonjour Mélanie Gourarier. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être la première invitée des Couilles sur la table, un titre chic et classieux. Au fait, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette expression ? Moi, je trouve ça finalement pas si mal que des femmes puissent s'approprier cette expression, et ça montre aussi que les attributs finalement de la masculinité ne concernent pas que les hommes, mais peuvent s'approprier aussi aux femmes. Est-ce que vous voulez réagir à cette écoute assez émouvante ? J'avoue, en le réécoutant, ça m'a fait quelque chose. Parce que c'est fou de se dire que maintenant, il y a 93 épisodes de ce format-là, avec comme idée de départ, la crise de la masculinité n'existe pas. Ça pose les bases pour la suite. Il y a aussi ce rapport entre les penseuses, celles qui sont considérées comme expertes, et puis les concernées. Comment est-ce que vous naviguez entre ces champs d'expertise quand vous imaginez les invités de vos différents podcasts ? Non, les couilles, c'était vraiment... Parce qu'au début, j'ai retrouvé le mail, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, le mail que j'ai envoyé il y a 7 ans à celui qui est maintenant mon patron, donc Joël Renez, où j'essaie de le convaincre de faire les couilles sur la table, voilà, et lui, il m'avait même pas répondu, il m'avait ghosté, quoi. Bon, voilà. Après, j'avais sorti le truc, là, et là, c'est le drame, et il m'avait rappelé pour dire, ouais, prenons un café. Après, je lui avais repitché le truc,
il était là, ouais, je vois pas trop qui ça m'intéressait. Enfin, vraiment, j'étais là toutes les semaines à lui dire, si, ça va être vraiment intéressant. Bref, en tout cas, il y a eu plein de projets, enfin, il y a eu 2 pistes explorées pour les couilles sur la table, mais assez vite, j'ai choisi la première, c'était de faire chercheuse, parce que, en fait, ces gens travaillent pendant 7 ans sur un sujet, c'est quand même normal de leur donner 40 minutes, enfin, voilà, et on apprend vraiment des choses, donc, mais ça, c'est encore une fois, c'est une forme très classique, c'est ce que fait France Culture depuis toujours, c'est ce qui se fait moins aux États-Unis, bizarrement. Il y a beaucoup d'émissions, j'ai beaucoup écouté la radio aux États-Unis, et c'est beaucoup d'émissions de storytelling, quoi, des gens qui racontent des histoires personnelles et tout, bon, pourquoi pas. Enfin, si, c'est génial aussi, mais il n'y a pas du tout cette habitude d'entendre des intellectuels parler pendant 2 heures, voilà, qu'il y a sur France Culture, par exemple. Ou en Italie, je crois, il y a ça aussi. Et donc voilà, pour moi, les couilles sur la table, c'était assez clair que ça allait être ça, parce que je trouve ça tellement intéressant ce qu'ils avaient à raconter, que allons-y, quoi. Comme Mélanie Gourarier, j'ai adoré son bouquin, bon bah voilà. Et puis qu'il y avait une quête, quoi, annoncée, on va se demander qu'est-ce que c'est la masculinité, qu'est-ce que c'est d'être un homme, et puis le truc se poursuit. Comment je choisis les invités? J'ai pas répondu à cette question-là avant. En fait, je regarde il y a plein de sources différentes, mais en gros, je regarde ce qui se publie, je vais sur thèse.fr, encore mieux que Wikipédia au hasard, allez sur thèse.fr. Quand vous êtes sur Internet, vous découvrirez des sujets de thèse tout à fait improbables et géniaux. C'est comme ça que j'ai vu la thèse sur les séducteurs de touristes professionnels au Pérou. Voilà. Et puis après, il y a des questions que je me pose, on se demande comment y répondre. Là maintenant, depuis 2 ans, il y a Naomi Titi qui travaille avec moi, qui est une jeune journaliste formidable, qui est en train de reprendre les émissions. Voilà, je lui passe le micro comme ça, j'ai même pas fait d'annonce, je voudrais que ça se fasse tout comme ça, que les gens ils s'habituent, voilà, à écouter Naomi Titi, Talma Desta, Vincent Hédin, pour que moi j'arrête en fait de présenter les couilles sur la table, parce que ça n'a jamais été à propos de moi en fait cette affaire, ni à propos des... C'est pour ça que j'ai jamais invité de stars non plus pour le principe, c'est vraiment à propos des idées qui sont passées, je veux que ça reste un podcast d'apprentissage féministe. Voilà, donc il y a d'autres gens qui vont présenter à ma place. Et c'était quoi votre question avant C'était sur la place de la parole des concernés. Ah oui, voilà. Et donc j'avais cette autre piste au tout début où je me disais je vais interviewer des hommes et des hommes lambda, quoi. Ils vont parler de leur masculinité, leur père et tout. En fait, j'avais fait 2-3 tests. Je m'étais dit non, vraiment, pas du tout intéressant. Peut-être maintenant, ce serait autre chose. Parce que du coup, il y a quand même un discours qui s'est construit là-dessus, mais je ne sais pas si j'écouterai ça. Après, il y a eu d'autres podcasts qui font ça maintenant. Bon, pourquoi pas. Voilà, donc l'histoire de la parole Enfin, c'était sûr que moi, je voulais que des chercheurs et des chercheuses, quoi, pour les couilles. Et après, le cœur, j'essaie que ce soit un peu plus équilibré, mais ça, mon modèle, c'est un podcast à soi, quoi, en gros. Ouais. Et c'est un super modèle. En fait, justement, je voulais vous poser cette question du passage de relais dans l'animation des couilles sur la table. Et je pense que ça évoque aussi la question des conditions de travail, justement, comment faire en féministe. Il y a quelque temps, vous avez parlé du burn-out que vous avez vécu. Comment est-ce que quand on a un projet féministe, c'est possible dans une société capitaliste, patriarcale, de le faire en féministe, en envisageant un travail de care pour soi, pour les autres aussi. Est-ce que ça a été... j'imagine que ça a été une réflexion pour vous à ce moment-là. Est-ce que vous voulez en parler un peu de ça ? Alors, bon, déjà, c'est une expérience assez singulière, parce que pour parler de conditions matérielles, de travail, moi je suis l'une des rares, peut-être même la seule en réalité, podcasteuse féministe qui est salariée d'une entreprise de médias. Les autres, elles sont pigistes, voire elles ne gagnent pas du tout leur vie. C'est ça la plupart, elles sont bénévoles, quoi. Donc moi je suis salariée parce que je suis rédactrice en chef à Binge Audio. Ça veut dire que je gère beaucoup de projets, je fais des tas d'activités de direction éditoriale et tout ça. Donc en fait, vraiment, j'ai pas du tout à me plaindre, pas du tout. Et après, sur l'histoire de l'épuisement au travail, ça n'a pas grand-chose à voir avec le fait d'être féministe ou quoi. Là, j'ai encore lu des statistiques récentes. En fait, il y a une santé mentale, des conditions de travail qui se dégradent partout en France. Il n'y a jamais eu autant de cas de burn-out et d'anxiété. Ça touche en particulier les femmes. Les femmes sont 2 fois plus touchées, très probablement, dit l'article du Monde là, que je viens de dire juste avant, parce que... elle se tape la double journée, qu'on a un monde du travail qui est toujours pensé au masculin, et même dans des secteurs très féminisés, en réalité, en fait, rien que le fait qu'on soit obligé de travailler 35 heures ou 37 heures par semaine, en fait, c'est déjà un truc qui est pensé au masculin, parce que pendant ce temps-là,
enfin, je veux dire, pendant qu'on est en train de faire du travail salarié ou productif, il n'y a personne qui fait du travail reproductif à notre place pour la plupart des femmes. Donc, vous voyez, travail domestique, voilà, et ce qu'on appelle aussi travail reproductif. Et donc, les femmes pètent les plombs, en fait, souvent quand elles deviennent mères. Bon, moi, ça n'a pas été ça. Moi, je dirais que l'épuisement venait enfin, je suis pas. Disons, j'en ai pas fait des tonnes là-dessus parce que ça va, quoi. Enfin, franchement, c'est pas. Donc, enfin, voilà, je suis même gênée d'en parler. Non, mais je veux dire, il y a des gens qui ont des conditions de travail vraiment épouvantables, qui sont mal payés, tout ça. Et ben moi, qu'est-ce que tu veux, j'étais épuisée parce que. Déjà j'avais un trouble de l'attention qu'on n'avait pas diagnostiqué, donc voilà, ça m'a épuisée. Après, du coup, je savais pas bien comment gérer. Au travail, il y avait des conditions, notamment relationnelles, qui n'étaient pas ouf. Voilà, et puis voilà. Bon. Et je pense que c'est très important d'en parler quand même, parce que justement, ce qui est produit, c'est des objets féministes, empouvoirants, et le comment ça se passe dans les coulisses. Et d'ailleurs, c'est à la fin de chacun de vos livres, cette idée des coulisses. Il y a aussi cette idée de justement diffuser la lumière, faire passer le micro, ce que vous faites là dans l'animation des couilles sur la table, dire que c'est toujours un travail en équipe. Tout ça, c'est du faire en féministe. Et la question du burn-out, c'est aussi, à mon sens, une question féministe, parce que le capitalisme et le patriarcat sont intrinsèquement liés, comme vous l'avez souligné. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que ce truc d'équipe, mais ça me paraît tellement évident, en fait, que de toute façon, on n'arrive jamais à rien tout seul ou toute seule. Hein, ça n'existe pas, en fait, les humains qui se tiennent tout seuls. Il y a plein de mecs qui aiment croire qu'ils ont tout fait tout seuls. Bon, ça n'est pas vrai. Hein, il faut des gens pour les nourrir, les écouter, prendre soin d'eux, les consoler, tout ça. Bon. Et je trouve dans le travail, c'est pareil. Il y a mon nom qui est marqué sur la couverture, mais enfin, franchement... Enfin, oui, ça pose des questions aussi. Qu'est-ce que c'est être autrice, tout ça. Bon, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toute une équipe. Donc c'est pour ça que je tiens toujours à les nommer à la fin de chaque épisode. Je nomme toute l'équipe qui est là. Et je pense que personne n'a été maltraité dans le processus de fabrication des podcasts. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on crée des choses, et c'est ce que j'avais dit à l'époque, il y a eu une enquête Mediapart sur Binge Audio, sur comment ça s'était passé dans notre équipe à nous, dans le cœur sur la table, qui est que, en fait, si tu passes un an entre personnes sexisées, assez jeunes, à réfléchir à l'amour, les relations, la violence et le patriarcat, à la fois on était hyper fiers de ce qu'on créait et en même temps ça nous a épuisés, voilà. Mais on essayait justement, on prenait grand soin les unes des autres sur ça, mais bon, à un moment on était tout au bout de notre vie, quoi. Maintenant on a grandi, voilà, c'est ça qui est, je sais pas si c'est... Donc j'ai rien écrit, j'ai rien produit sur ces questions de comment on travaille sainement, qu'est-ce que ça veut dire avoir des limites et tout, mais j'ai beaucoup étudié ce truc-là, je me suis fait aider par plein de gens, donc et voilà. Et maintenant, par exemple, avec Naomi Titi qui fait partie de mon équipe, on travaille toutes les deux très bien, quoi. On sait très bien ce que c'est les limites de l'autre, on a plein de règles assez rigides sur comment on doit travailler, et puis ça se passe hyper bien. Et c'est aussi pour ça que je suis rentrée à Binge Audio, je suis revenue après mon arrêt de travail. Parce que tout le monde avait changé, quoi, et tout le monde était déterminé à ce que ça se passe mieux, et ça pour moi c'est aussi très important, de montrer qu'on est capable de changer, on est capable de changer les modes d'organisation, de production, on a une réflexion sur ce qui épuise les gens, sur qu'est-ce que c'est bien produire, qu'est-ce que c'est être juste, qu'est-ce que c'est le bon partage de la richesse, toutes ces choses-là. Merci. Et dans cette prise en compte des autres, dans ce soin, il y a aussi pour le podcast les auditrices. Et là, le cycle de discussion qui est associé aux couilles sur la table, qui s'appelle Nous faire justice, il se passe en public. Peut-être qu'on va écouter la bande-annonce et ensuite je vous poserai une question. Salut, chers auditeurs. Ici Victoire Tuaille. Dans Les couilles sur la table, on lance dès le 2 mars 2023 un nouveau cycle de discussion intitulé Nous faire justice. Les statistiques le démontrent encore et encore. Vous, nous, moi, lui là-bas, les vieux, les jeunes, partout sur la planète, tout le monde est concerné par les violences sexistes et sexuelles. Ça m'a d'abord sidérée, moi, MeToo. Je pense que MeToo, ça a été d'abord, en tout cas pour moi et à mon avis pour beaucoup d'autres personnes, la prise de conscience en fait de toutes ces zones de silence qui existaient à l'intérieur de moi. Qu'on en soit victime, témoin, auteur, complice ou proche, collectivement, nous commençons à ouvrir les yeux et les oreilles. Et nos besoins de justice et de réparation sont immenses. Par moments, il faut juste
être prête à les écouter. Et sur les violences sexuelles, c'est d'ailleurs ce que toutes les personnes qui en ont témoigné depuis tant d'années le disent. En fait, elles disent juste, est-ce que vous voudriez bien m'écouter ? Évidemment, la première réaction de la société quand une femme raconte avoir été victime de violence ou une personne, c'est est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? C'est pour ça qu'on fait raconter en boucle. Et c'est pour ça qu'on ne va jamais au bout en fait, de l'analyse de ce qui s'est réellement produit et de tout le système qu'il y a derrière. Or, les réponses apportées par les institutions policières et judiciaires ne sont pas à la hauteur. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas déclaré quelqu'un coupable que celui qui se plaint n'a pas été victime. Alors, que faire ? Face à ces violences, comment juger, comment réparer, comment prévenir ? En matière de violences sexuelles et sexistes, tout le problème est de savoir où mettre cette notion de consentement. Et cet élément intentionnel, c'est très souvent le cœur du débat. Vous avez des gens qui vous confient leur histoire, qui vous confient parfois leur traumatisme, qui vous confient tellement que vous devez être à la hauteur de ça. Et si une société démocratique a bien un objectif à se donner, c'est de tout faire pour que les infractions ne soient plus commises. Et c'est aussi de permettre à celui qui a commis une infraction de sortir de son mécanisme. Je vous propose, une fois par mois, d'écouter un entretien enregistré en public avec celles et ceux qui ont longuement travaillé ces questions. Juges, journalistes, psy, philosophes et autres personnes expertes, pour comprendre, apprendre, grandir et guérir, parce qu'il est temps de trouver tous les moyens de nous faire justice. Là aussi, le programme est fort. Mes questions par rapport à nous faire justice, c'est pourquoi avoir eu envie, besoin de créer ce cycle de discussion au sein des couilles sur la table, et pourquoi avoir eu envie de rendre les enregistrements publics ? C'est intéressant de voir ce que la parole devient dans les conditions dans lesquelles elle est énoncée. Donc, on n'a pas du tout la même parole si on parle à quelqu'un dans le noir, si on parle à quelqu'un dans un micro, si on parle à quelqu'un en public, si on parle... ça dépend des lieux, de la distance. Je trouve que les questions de justice, justement, c'est pas des questions à traiter à huis clos, c'est des questions à traiter avec le plus possible de monde, quoi. Donc moi j'aime bien que ces émissions elles soient enregistrées devant 200, 300 personnes, parce qu'en fait c'est très très intéressant les questions qui sont posées ensuite par le public. Et puis ce cycle de discussion, ça permet de traiter les sujets qui me passionnent et qui me semblent là sont utiles et sont au cœur des préoccupations de beaucoup de gens. C'est-à-dire, ok, on a compris l'ampleur des violences, qu'est-ce qu'on va faire en face de ça ? Et d'où la volonté de chercher tout azimut. En fait, là, on va sortir une émission sur l'histoire. Voilà. Est-ce que l'histoire, c'est un moyen, faire de l'histoire, c'est un moyen de nous faire justice ? Bon, c'est une façon de créer des cycles de discussion qui ouvrent, qui sortent un peu de l'angle des masculinités. Voilà. Et ça révèle aussi une prise en compte particulière des auditrices qu'on voit par exemple dans le livre Le cœur sur la table, où à plusieurs moments il y a des sections qui s'appellent cœur, C-H-O-E-U-R. Merci, ouais, je viens. Et là c'est des témoignages reçus envoyés par des auditrices et reçus qui sont cousus les uns les autres pour ouvrir la discussion et justement ouvrir cette conversation collective. Et dans Le cœur sur la table, il y a vraiment donc un travail de montage qui est très particulier, mais on y reviendra un peu plus tard. Pour l'instant, je voudrais m'arrêter sur Mental FM, qui est une fiction. En fait, on est dans la tête d'une femme pendant à peu près une journée. Ouais. Voilà, c'était pour une amie. Et en fait, on entend son flux de conscience, donc vraiment tout ce à quoi elle pense. Et bien sûr, on voit les biais sexistes qu'on a intériorisés, chacune, parce que ça pourrait être la tête de beaucoup d'entre nous, je pense. On va en écouter un extrait pour ensuite parler justement du podcast comme outil de création, d'écriture et d'expérimentation aussi. 8h12, bonjour. On écoute le rêve du jour et la liste des tâches en cours.
J'ai perdu toutes mes dents. Il faut les retrouver. Dans la poubelle, sous le bureau du chef, mais... Oh, je suis toute nue dans la rue. Il faut refaire la clé de la boîte aux lettres. Il y a Maria et un crocodile à paillettes. Prendre la robe à Monoprix ce soir. Non, ce soir soupe. Répondre à Valérie, louer la voiture, envoyer le dossier aujourd'hui. Changer les draps, on est jeudi déjà. Mental FM, toutes tes pensées en stéréo. Donc voilà, il y a ce flux de conscience permanent et puis il y a beaucoup de jugements aussi envers soi, envers son apparence et puis envers l'apparence des autres et notamment des autres femmes dans un jeu de comparaison qu'on expérimente dans cette société. Et c'est vraiment là un travail pareil de broderie, parce qu'il y a plein de voix qui s'entremêlent, c'est extrêmement dynamique comme écriture. Qu'est-ce que le podcast permet comme écriture? Parce que vous avez étudié l'écriture de fiction aux États-Unis. Est-ce que cet intérêt pour l'écriture, ça vient de là, ou est-ce que c'est permis par le podcast, ou est-ce que c'est la rencontre des deux qui crée quelque chose d'autre? Alors, j'ai pas tellement réfléchi, je dois dire, mais non, mais c'est génial en fait ce qu'on peut faire avec le son, enfin tous les niveaux d'écriture justement que ça permet. Là, je viens d'écouter un truc génial qui s'appelle Marie et les œufs en neige. C'est écrit, c'est très joliment écrit, et elle n'aurait pas écrit pareil pour le texte, c'est écrit pour le son, donc. Elle joue avec les comédiens qui interprètent. Il y a un passage par exemple où elle interprète, où elle rejoue une scène avec un ex à elle, mais évidemment ça peut pas être son ex, donc elle dit bon bah c'est un comédien qui va faire mon ex, il s'appelle Solal, et on entend le comédien faire coucou, et donc il rejoue la scène et tout ça. C'est, je sais pas, c'est tellement joyeux en fait tout ce qu'on peut créer avec pas grand chose en plus dans le podcast comme niveau d'écriture et de montage et de faire entendre toutes ces voix là. Et moi, non mais j'ai jamais essayé par exemple d'écrire de la fiction en podcast, je suis très... je sais pas, Mental FM c'était juste un coup comme ça quoi, pour voir. J'avais vraiment envie de faire entendre ça quoi. Je m'étais vraiment dit tiens, si on me branche un micro dans la tête, on va entendre quoi? Bon bah voilà, t'as la réponse, mais c'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut créer avec le son en fiction. Là il y a un truc qui s'appelle La chute de Lapinville, vraiment c'est hilarant. Un truc qui s'appelle La préhistoire du futur, du même auteur, hyper drôle. Donc voilà, je me réjouis en imaginant qu'il y a encore des dizaines d'années, j'espère être encore vivante pendant des dizaines et des dizaines d'années pour écouter tous ces nouveaux trucs qui vont se créer en podcast. Ouais, vous dites que c'est un coup comme ça, mais dans Au suivant, il y a aussi ce travail de voix, d'ambiance, qui est vraiment propre à l'écriture du podcast et qui est passionnant. Et je me demande aussi par rapport à l'écriture papier, il y a cet aspect technique du podcast, technique qui est quand même souvent connoté comme quelque chose, un savoir-faire masculin. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'empouvoirment, ou en tout cas de la réappropriation, d'aller vers ces savoir-faire un peu plus techniques? Je ne sais pas comment est-ce que vous travaillez avec les équipes aussi sur ces données-là techniques. Bon, à Binge Audio, il y a des réalisatrices, voilà. Là, moi, je mets plus trop les mains dedans, mais c'est vrai qu'au tout début, c'était moi qui enregistrais, qui faisait le son et tout, mais franchement, c'est pas dur. Enfin, vraiment, vous pouvez tout le monde peut le faire, je pense. Enfin, Reaper, par exemple, nous, on continue de monter avec un logiciel qui s'appelle Reaper. C'est gratuit, en fait. Donc, si vous avez un ordi, même du son de votre iPhone, vous pouvez faire du montage, quoi. C'est vrai que oui, j'aime bien savoir moi-même faire les trucs quoi. J'aime bien savoir réparer mon vélo, j'aime bien savoir monter, bricoler des trucs. Après je suis née en 89, j'ai eu des ordinateurs assez jeunes, donc voilà, j'y mets pas de passion particulière, mais j'aime bien savoir faire des trucs, ouais. J'aime pas trop être bloquée par la technique. Mais ça me fait penser, dans les années 2000, il y avait une émission sur le Move qui s'appelait Les filles du Move. Et la particularité de cette émission, c'était que c'était que des femmes partout, même à la technique. Et elles parlaient en plus de musique rock, donc c'était un sujet monopolisé par les hommes. Et c'était vraiment génial justement de voir que c'était possible d'avoir ces savoir-faire techniques-là. Et justement, en fait, je trouve que le podcast, quand on tombe dedans, il y a cette révélation qu'en fait on peut le faire, que c'est possible, comme c'est possible d'apprendre à réparer son vélo ou d'apprendre à
construire des trucs de manière générale. Et c'est ce côté do it yourself et un potentiel féministe extraordinaire du podcast aussi. Alors, on va parler du passage du podcast au livre dans cette idée de rapport à l'écriture et on va écouter un extrait du Cœur sur la table. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, c'est bon? Tout le monde m'entend? Super, merci. Merci d'être là, merci pour tous ces cœurs qui battent à l'unisson autour de cette grande table depuis maintenant plusieurs mois. On le sait, on le sent, on est à l'aube d'un grand changement et ensemble, nous avons décidé de l'embrasser. Je crois qu'on peut le dire. Ce que nous vivons ici, ensemble, c'est une révolution. Mais une révolution sans violence, bienveillante, résiliente et édifiante. Grâce à vous, demain on s'aimera mieux. Demain on s'aimera plus fort. Et peut-être, je l'espère, plus longtemps. Mais demain, c'est déjà aujourd'hui. Alors haut les cœurs, et surtout levons nos verres à l'amour qui, je le sais comme vous, triomphera toujours. Je vais maintenant donner la parole à notre amie Victoire Fayon. Bonsoir. Je crois qu'il y a un malentendu. La révolution romantique n'est pas un dîner de gala. Voilà, donc c'était un extrait de l'épilogue du Cœur sur la table. Est-ce que vous avez envie de réagir déjà à cette séquence qui est très drôle et aussi de nous dire pourquoi passer des couilles au cœur? Non mais, donc je rigole là et un peu gênée et tout parce qu'en fait c'est toujours il y a plein de voix additionnelles qui sont faites dans les podcasts, c'est mes collègues en fait donc voilà donc et là c'est en l'occurrence c'est un collègue qui est parti, Vincent, qui faisait la pub, enfin il était commercial mais il avait des très bons talents d'acteur donc on le prenait pour faire tous les rôles quoi. Je lui ai fait faire vraiment des trucs improbables, le pauvre il s'est tapé tous les rôles de connard, en général c'est lui qui les faisait quoi, donc voilà, du coup ça me fait marrer de le réécouter et là les collègues qu'on entend lever les verres et tout, voilà bon c'est marrant. Et donc ça c'est un truc génial de travailler à Binge pour ça, c'est vraiment on rigole bien, même quand on est en train de monter, on termine la réalisation là de 20 milieux sous ma chair, donc c'est quand même un documentaire, c'est quand même une enquête sur comment est-ce qu'on peut éradiquer l'inceste, c'est assez lourd comme sujet tout, mais on a essayé quand même de mettre des moments marrants dedans, nous on a pas mal rigolé enfin là dans les derniers moments, en réal, dans certaines des voix et tout, bon bref. Donc c'est cool, ça aussi c'est... Enfin, vous voyez, un truc qui est génial avec le podcast, c'est que quand même, ça demande moins de moyens qu'un film, quoi. Là, si on voulait faire ça en film, laisse tomber. Après, ça a l'air super, les gens qui travaillent dans le cinéma, ils sont contents, mais t'as 150 personnes à gérer, le moindre truc. Voilà, là, on est 4 dans un studio et on rigole avec nos effets spéciaux à la noix, là, c'est marrant. Et après, alors, le cœur. Oui, ça faisait longtemps que je disais que je voulais faire cette forme documentaire, que je sais que la question de l'amour, des relations amoureuses, affectives et tout, c'est un sujet qui nous bouleverse, nous concerne beaucoup. Et les femmes en particulier, j'ai constaté, en parlent énormément. En tout cas, les jeunes femmes adolescentes et il y a aussi plus âgées, il y a quand même tout un travail en fait qui est fait, ce travail de care qui consiste à prendre soin des relations, à trouver ce qui ne va pas dedans, à apporter des problèmes, justement à prévenir les problèmes avant qu'ils n'adviennent. Enfin bon, tout ce travail-là relationnel est très important, il a de la valeur. Et du coup, ce que je voulais faire avec le cœur, c'était montrer que c'est un travail féministe que de le faire.
voilà, et que encore une autre façon de montrer que l'intime est politique, quoi. Et je savais que ma voix, elle avait un effet particulier pour les gens qui m'avaient fait confiance, que c'est une voix que les auditeuristes aiment retrouver, donc j'allais prêter ma voix à ça et dire, en gros, j'ai essayé de dire dedans, de mettre tout ce que moi j'ai cru comprendre ou apprendre sur les relations qui me paraît utile, quoi, à transmettre. Voilà, et pas moi en tant que Victoire Tuaillon, mais comme journaliste, en me disant, si on se demande qu'est-ce que les journalistes ont à nous dire, qu'est-ce que les féministes ont à nous dire sur l'amour et les relations, comment je peux synthétiser ça, mettre des témoignages et tout, pour que, oui, qu'il y ait je sais pas, qu'il y ait une expérience qui soit transmise, quoi. Ouais, c'est un autre format que les couilles sur la table, puisque là on est du côté du documentaire, alors que les couilles sur la table c'est un podcast de conversation. Ouais. Mais tous les deux ont abouti à un livre. Comment est-ce que ça se passe, ce moment-là de passage à l'écriture, non plus d'un format audio, mais d'un format papier? Et dans le cas du cœur sur la table, comment on rend cette polyphonie, justement? Alors donc, les couilles sur la table, c'est quand même vous verrez, vous pouvez le feuilleter, je pense qu'il y en a à la librairie, vous l'avez. C'est quand même une transcription des épisodes augmentée. Ouais, le cœur sur la table, pardon. On a créé un objet qui accompagne, en fait, qui peut se lire indépendamment, avec le cœur. Voilà, j'ai rajouté plein de recommandations culturelles, tous les témoignages des auditeuristes, et on rend la polyphonie dans la maquette, vous voyez. Voilà, donc on a beaucoup travaillé la maquette pour ça, voilà, pour que ce soit pas un livre juste du texte là transcrit. Donc ça, c'est Karine Lanini qui fait ce travail-là. Puis on a rajouté des bonus et tout. Et les couilles sur la table, c'est tout à fait différent. Les couilles sur la table, c'est vraiment un essai que j'ai écrit du début à la fin en 6 semaines, ce qui, je vous le déconseille de faire ça, car voilà, ça a préparé le terrain pour l'épuisement ensuite. C'est-à-dire que ça m'a un peu cramé les cerveaux, quoi. C'était quand même beaucoup. J'ai beaucoup travaillé vite pour faire ça. Mais je crois je l'ai relu il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, ouais, c'est bien, c'est sérieux et tout. Parce que voilà, je suis partie avec mon coffre plein de documentation, et puis je me suis enfermée dans une maison, puis j'en suis pas sortie avant 6 semaines, quoi, en me nourrissant de tomates et de jambonneaux. Voilà, c'est que je mangeais avec les mains comme ça, et en fumant 3 paquets par jour. Donc voilà, mais bon, des fois on dit que c'est écrit un peu trop petit. Ouais, il paraît. Ouais, c'est le poche qui est comme ça. Voilà, on voulait que ce soit pas un livre qui soit intimidant, en grand format ou en petit format. Il y a quand même des retranscriptions de certains des entretiens avec des chercheurs, des chercheuses, mais c'est véritablement un essai original qui n'a rien à voir avec la forme podcast, quoi. Le cœur, il suit quand même la structure du podcast, alors que les couilles, pas du tout. Voilà. Et pourquoi alors choisir ce passage au livre? Est-ce que c'est pour pérenniser, pour accompagner, ou pour aussi créer un objet qu'on peut offrir et diffuser, puisque c'est la 4e de couverture des couilles sur la table, un livre à offrir à vos frères, vos copines, votre mère, votre père, vos sœurs, vos neveux et nièces, oncles et tantes, vos copains pas encore féministes? Oui, le livre, c'était parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas écouter des podcasts, qui préfèrent lire des livres, donc voilà, qui me semblait qu'il n'y avait pas de livre équivalent qui existait. C'est très important pour moi, parce que maintenant, je dirige aussi une collection d'essais, que peut-être vous avez vu. C'est des collections de petits essais de 150 pages environ. Le premier s'appelle Sortir de l'hétérosexualité. Il a été fait par Juliette Drouard. Le deuxième s'appelle Révolution amoureuse de Coral Herrera Gomez, Désiré à tout prix de Talma Desta, bon, etc., etc. On va sortir le 8e là. Et pour moi, c'est très très important de ne pas gâcher des arbres. Donc de faire des livres qui me semblent vont être utiles, vont jouer un rôle, sont accessibles, sont lisibles. Voilà, donc il y a beaucoup de travail qui est investi dans ces livres-là. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième, c'est que ça me semble être utile, donc allons-y. La deuxième, c'est que je gagne mieux ma vie avec des livres qu'avec des podcasts, ça c'est sûr, parce que le podcast, tout le monde les écoute gratuitement. Personne n'est prêt à payer pour des podcasts pour l'instant. Bon, les livres, les gens sont habitués à les acheter. Donc c'est vrai que pour chaque livre vendu, je touche 1 €. Donc voilà. Et ça m'a changé la vie, parce que j'en ai vendu pas mal, et ça m'a vraiment radicalement changé la vie.
et je suis contente que ce livre serve, circule, soit offert, tout ça, ça me fait hyper plaisir. Et voilà, que ça a l'air d'être précisément ça, d'être utile aux gens et d'être un livre de ressources. Donc dans les 2 livres, il y a beaucoup de ressources, j'oriente vers beaucoup d'autres travaux, personnes et tout, parce qu'encore une fois, on pense rien toute seule. Enfin, je trouve. Non, c'est sûr. Et dans chacun de ces 2 livres, il y a une partie justement d'amplification à la fin avec des recommandations d'œuvres culturelles. Celle du cœur en particulier est très étoffée avec aussi, ce que je trouve très précieux, un mode d'emploi do it yourself pour des cercles de parole. Cette idée de faire circuler la parole entre soi et du coup de pouvoir appliquer très concrètement là où on est avec les gens avec qui on vit plus ou moins proche. C'est tout ce qui est mis en place et construit tout au long du podcast. Ce mode d'emploi DIY, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et ça me renvoie à la question finale que vous posez aux invités des couilles sur la table, cette question de savoir quel est l'objet culturel, l'œuvre qu'elle voudrait recommander. Et donc je vous la pose ce soir, Victoire Tuaillon. Est-ce qu'il y a une œuvre que vous voudriez recommander ? Là, du coup, ça, j'en ai parlé Écoutez, je trouve là que ce que Caroline Potier a fait avec 20 milieux sous ma chair, c'est vraiment un travail important, qui est utile là aussi, puisqu'il s'agit de se poser très sérieusement la question de comment est-ce qu'on pourrait éradiquer l'inceste, qu'est-ce qu'on devrait tous et toutes savoir. Dans chaque épisode, un énorme effort qui a été fait pour que toutes les personnes aussi dans leur métier qui sont en contact avec des victimes ou qui sont elles-mêmes victimes puissent réagir de façon adéquate. Donc c'est des épisodes qui vous apprennent, qui nous montrent en fait que c'est possible que déposer plainte ne soit pas une torture, c'est possible de bien former des policiers, des gendarmes, c'est possible de bien former les médecins, c'est possible de ne pas retraumatiser les victimes, c'est possible d'être bien défendu, d'être bien assisté par des avocats, c'est possible de faire la paire et danse, enfin il y a plein de choses qui existent quoi. Puis à la fin quand même elle rencontre quelqu'un qui a été condamné pour des faits d'inceste. Le dialogue qu'elle a avec lui est quand même extraordinaire à écouter. C'est un travail vraiment très sensible, très courageux, très beau. Donc je suis extrêmement fière d'avoir dirigé ce travail-là. Voilà, donc moi je vous recommande d'écouter 20 milieux sous ma chair. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. Et maintenant, on va passer aux questions du public. Merci à vous deux. Est-ce qu'il y aurait des réactions, une question ? Madame ? Bonsoir, merci à toutes les deux. Moi, j'ai l'impression qu'avec le podcast, on s'est un peu libéré d'un pan du capitalisme qu'on peut voir véroler la télé et la radio, et que du coup, il y a beaucoup plus d'authenticité dans les podcasts. Alors peut-être que c'est lié à ceux que j'écoute, et je voulais avoir votre avis sur la question. Régulièrement, car j'estime que tel est mon devoir de journaliste, une fois par semaine, je vais voir qui est en top 20 du classement Spotify. Et donc, c'est très intéressant, je vous encourage aussi à le faire, parce que c'est une façon de sortir de nos bulles, quoi. Parce qu'en fait, la majorité des gens n'écoutent pas du tout des podcasts féministes, vont pas du tout, voilà. En fait, dans le top 20, il y a Léna Situation, donc le podcast de Léna Situation, qui a interviewé des stars. Il y a aussi de nombreux podcasteurs d'extrême droite, comme Papacito, Julien Rochdy, le Raptor Dissident et tout. Donc c'est toujours intéressant à l'écouter, hein, pour voir jusqu'où on va, là, quelles sont les idées en circulation dans cette sphère-là. Voilà. Donc, est-ce que ça échappe au capitalisme ? Je ne sais pas s'il y a quoi que ce soit qui échappe en réalité. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a moins d'enjeux financiers dessus, donc un ton qui est quand même un peu plus libre. Et puis la grosse différence, c'est que un podcast, c'est diffusé dans un flux RSS. Et le flux RSS, vous pouvez le créer. C'est pas comme une chaîne YouTube où en fait YouTube peut faire sauter votre chaîne. En fait, le flux RSS, c'est vous qui le créez, c'est à vous. Donc c'est une véritable propriété en fait du canal de diffusion. Ça, c'est super important. Voilà, c'est un peu comme les newsletters, c'est à vous que ça appartient, la base de données de la newsletter.
La chaîne YouTube, vous possédez pas les abonnés, vous possédez pas les... Même la chaîne, ça appartient à YouTube, quoi. La télé, la radio, voilà, c'est pareil. Sauf si vous créez une... Je sais même pas comment ça marche. Une fréquence radio à vous, je crois pas. Je crois que ça appartient à l'État, non, les fréquences radio? Ouais, hein. Bon. Voilà, donc, bon, alors après, en fait, l'espoir, y compris de l'entreprise à laquelle j'appartiens, Binge Audio, qui donc a été racheté par un autre studio de podcast qui s'appelle Paradiso, c'est de gagner sa vie avec ça, hein, ce qui n'est pas pour l'instant le cas. Toutes les entreprises de podcast sont déficitaires pour l'instant, puisque, encore une fois, les gens ne sont pas prêts à payer pour le podcast et qu'il n'y a pas d'aide publique ni d'aide à la création, un podcast, contrairement à ce qui se fait en cinéma, en art contemporain, en théâtre, enfin tous les autres arts en fait sont lourdement subventionnés et c'est tant mieux, je pense que c'est vraiment super bien, mais pas du tout le podcast. Voilà. Sauf via Radio France, donc France Culture qui fait des podcasts, et Arte Radio qui a un petit peu, mais sinon le reste pas du tout. Donc là on est carrément dans une quête tout à fait capitaliste, hein, puisqu'il s'agit quand même de gagner de l'argent, ce qui a impliqué par exemple que moi je me mette à faire de la pub, ce que j'ai fait depuis le début, mais il y a eu quand même un épisode dernièrement où j'ai fait de la pub, j'ai hosté comme on dit, donc j'étais hôte d'une pub pour Airbnb. Bon, c'est... Voilà, mais écoute, je sais très bien pourquoi je l'ai fait. Ça a fait gagner, ça a sauvé le trimestre de l'entreprise qui m'emploie, mais c'est désagréable à faire, voilà. Voilà. Je préférerais ne pas, quoi, hein, mais bon, pour l'instant, il n'y a que ça comme ressource possible qui rapporte assez, quoi, en volume pour Binge Audio, par exemple, c'est une entreprise de 18 salariés. Bon, bah, faut les payer, hein. Pour tous les podcasts qui sont faits, les miens et tous ceux qui sont produits, les dizaines de podcasts qui sont produits. Donc, je ne sais pas tellement si c'est un Eldorado hors du champ capitaliste, le podcast. Plutôt pas. Une autre question? C'est pas possible qu'il n'y ait pas plus de questions. Vous voulez raconter pourquoi vous êtes venu là? Est-ce qu'il y a un truc que vous aimeriez vraiment bien savoir? Vous avez toujours posé la question, mais vous n'avez jamais osé demander. Allez-y. Oui, merci déjà pour cette heure passionnante. Et moi, j'avais la question sur le thème des masculinités, parce qu'effectivement, souvent les essais féministes, c'est plutôt des femmes qui parlent aux femmes. Et justement, d'avoir voulu aller de l'autre côté, en quelque sorte, vous intéresser aux masculinités. Là, j'ai lu ces derniers jours les couilles sur la table et je l'ai trouvé passionnant, dérangeant, interpellant, enfin, tout ce qu'il faut pour réfléchir. Et justement, comment vous en êtes venu à vous dire, tiens, ce serait intéressant d'en parler comme ça? Merci, déjà merci d'avoir lu ce livre-là. Bon, en fait, quand on parle des femmes, on parle des hommes, non? Parce que les unes n'existent pas sans l'autre. Enfin, c'est le genre qui... Voilà. À vrai dire, enfin, je n'ai pas pensé exactement comme ça, enfin, si, assez consciemment dès le début. En fait, quand on parle des femmes, ça n'intéresse pas grand monde. Parce que les femmes, on s'en fout, en vrai. Voilà, c'est vrai, hein, dans les pages spéciales histoire, dans les manuels, dans les... Vous voyez, les émissions spéciales femmes et tout, en fait, je sais pas, en fait, il y a une telle misogynie dans notre culture qu'on considère que ce qui parle directement des femmes, ça n'est pas intéressant, non? Par contre, les hommes, on adore. Oh là là, on est habitué à les regarder depuis qu'on est petite, jouer au foot, gagner des millions à la télévision, chanter. En fait, on passe notre temps à les regarder, quoi, à se poser des questions sur eux. Et les femmes entre elles passent leur temps, je trouve, à parler des hommes, non? À se préoccuper de leur bien-être, de ce qu'ils pensent, de comment ils se sentent, de tout ça. Pas toutes les femmes, évidemment. Et puis je parle toujours, je brosse à gros traits, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, comment ils vont, qui ils sont, je sais pas, ça me paraît assez évident que ça a l'air de plus intéresser, quoi. Alors qu'en fait, on parle exactement de la même chose. C'était juste une autre façon de parler de la même chose. Voilà, de parler de comment les femmes vivent, des conditions matérielles dans lesquelles on évolue, des violences sexuelles, mais en prenant ce qui a l'air d'intéresser tout le monde. C'est-à-dire, c'est terrible, mais les témoignages de femmes victimes de violences, on n'écoute pas. Se demander pourquoi les mecs font ça, qu'est-ce qui se passe dans leur tête et tout ça, là d'un coup ça interpelle. Bon bah voilà, mais moi je me suis dit, bah vas-y, on va utiliser ce truc-là, ce biais-là en fait qu'on a, qui est un biais misogyne,
que ce qui concerne les hommes, ça nous intéresse plus. Souvent dans les familles, ce qui arrive aux garçons, aux fils, ça intéresse plus. Voilà, bon, on trouve que les hommes valent plus. Donc voilà, c'était utiliser la balance différentielle quoi, des sexes. Et puis ensuite, parce que je trouvais qu'il y avait des questions qui me paraissaient évidentes, de l'ordre des questions qu'on peut poser quand on a 5 ans, c'est-à-dire pourquoi il y a autant d'hommes violents, pourquoi la violence, pourquoi les garçons font ça, enfin voilà, d'être étonné en fait de cette construction du monde et je trouvais que ça valait le coup de créer des épisodes qui répondaient aux questions qui moi m'obsédaient quoi. Donc très vite on a fait des émissions qui sont les violeurs, qui sont les harceleurs, qui sont les incesteurs, enfin tout ça sur le sens voilà de la violence, sur l'histoire de la masculinité aussi pour la dénaturaliser parce que c'était présenté comme un truc, comme une espèce d'essence là. Voilà, où les hommes seraient comme ça, parce que les hormones, alors que pas du tout. Donc pour dénaturaliser ce qu'on croit savoir du comportement des hommes et des structures patriarcales qui soutiennent là, tout ce système. Et le masculin est tellement présenté comme neutre que déjà trouver des angles en fait pour le déconstruire, le remettre en question, c'est déjà un travail préliminaire très important. Eh ben, oui, je ne sais pas si ça vous voyez concrètement ce que dit Mathilde, c'est que par exemple, la question qu'on se pose dans toutes les émissions, et je le vois là quand je suis en train de transmettre aux gens, aux 3 journalistes à qui je passe la main, que même pour elles qui ont, donc à Vincent, Tal et Nao, même pour elles qui ont écouté l'émission, qui sont habitués à ce questionnement et tout, c'est pas évident de trouver cet angle-là. Par exemple, Naomi, une des premières émissions qu'elle a faites, c'est sur la bande dessinée. Et en fait, elle s'est quand même retrouvée à parler des femmes dans la bande dessinée, pourquoi il y a si peu de femmes dans la bande dessinée et tout. Et moi je disais non, la question c'est pas pourquoi il y a si peu de femmes, c'est pourquoi il y a autant de mecs. Comment est-ce qu'ils prennent toute la place? C'est ça les questions qu'on pose en fait. Parce que quand on dit oui, vous voyez, ça a l'air de rien, c'est presque rhétorique, mais quand même on regarde pas exactement la même chose. On regarde comment ils dominent, en ayant l'air de ne rien faire. Ça c'est vachement intéressant. C'est comme ça qu'on dénormalise, en fait. On se demande pas, tiens, qu'est-ce que les femmes ont de différent, qu'est-ce qu'elles pourraient... Parce que quelque part, quand on pose ça, on se dit toujours, qu'est-ce qu'elles font pas bien, qu'est-ce qu'elles pourraient mettre en place pour enfin rentrer dans la norme, quoi. La norme qui est définie comme masculine, et aussi comme blanche, et comme plein d'autres choses de la domination. Mais du coup, c'est pas exactement les mêmes questions qu'on se pose. On se dit pas, tiens, pourquoi ces femmes ont été violées? Non, on dit, qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces violeurs? Ah bah c'est tous des mecs, tiens voilà, sinon on trouve pas d'autres points communs, tu sais, mais voilà, donc ça c'est quand même une question qui est... Voilà, les femmes entre elles par contre on trouve... Enfin bref, bon. Non plus, bref. Ce que je veux dire c'est que voilà, ça permet de dénaturaliser, de dénormaliser ce qui nous paraît aller de soi, évident. Voilà. Et ça c'est vrai que c'est un travail à faire en amont, ouais. Voilà, et que je fais à chaque fois avec les invités, où je trouve que c'est ma ligne directrice aussi quand je les interviewe, de les ramener en fait toujours à ce sujet-là, quoi. Voilà. Qui voudrait intervenir, monsieur? Bonsoir, merci beaucoup pour ces échanges. Voilà, moi je travaille au planning familial depuis 16 ans. Donc on fait à peu près, on voit à peu près 2500, 3000 mômes tous les ans. Donc en 16 ans, j'en ai vu un bon paquet. Et moi, ce que j'observe depuis, l'évolution que j'ai observée depuis tout ce temps-là, c'est autant chez les jeunes filles, on intervient principalement auprès de classes de 3e, donc des élèves de 13, 14, 15 ans, quoi, grosso modo. C'est autant beaucoup de jeunes filles ont adopté un discours féministe, autant on voit depuis notamment 2, 3, 4 ans un retour très très fort chez les garçons d'un discours clairement masculiniste, très essentialisé. Ce qui justifie la domination, c'est clairement ils sont plus forts, point barre, ils sont plus forts au foot, ils ont plus de masse musculaire. Voilà, ça justifie tout. Et clairement, nous, on est en grosse difficulté parce que autant on arrive à être en alliance avec les filles et pour elles, ce temps-là est un temps où elles peuvent éventuellement exprimer des choses. Mais clairement, pour les garçons, c'est une grosse difficulté. Enfin, on est en très grosse difficulté. On ne sait pas comment faire pour aller déconstruire un petit peu tout ça, comment
Les questions de masculinité pèsent aussi pour eux, la compétition entre eux, la violence entre eux. Voilà, c'est une vraie grosse difficulté qu'on a. Bref, on a besoin d'aide. Ah, et Lapinville, oui, c'est très bien. C'est vérifié là dans des études. Vous m'entendez sans micro? Ah, c'est pourquoi? Pour l'enregistrement? Ah oui. Oui, bah ça c'est des choses qui sont confirmées par des études là essentiellement anglaises et américaines, mais qui montrent qu'il y a qu'il y a une guerre des générations, mais qui n'est pas celle qu'on croit. C'est pas les jeunes contre les vieux, c'est dans la même génération, donc chez les jeunes gens, où en fait on a des femmes qui sont de plus en plus progressistes. Et surtout des hommes qui sont de plus en plus conservateurs, donc chez les jeunes hommes par exemple qui vont de plus en plus voter à l'extrême droite, et des jeunes femmes beaucoup plus pour les progressistes, donc aux États-Unis notamment, ça c'est assez clair. Et j'avoue que bah oui, c'est pas très étonnant que ça s'explique aussi par le ciblage des algorithmes en fait, donc en fait si vous avez des garçons autour de vous, demandez-leur s'ils sont d'accord, mais de vous montrer qu'est-ce qui tombe sur leur algorithme sur TikTok, sur Instagram, parce que bah, forcément en fait l'algo sait que c'est des jeunes gars de 14 ans, 15 ans, 16 ans, et il leur envoie à balle de contenu masculiniste en fait, et des trucs où en plus c'est ça qui est horrible, ça fend le cœur parce que c'est des contenus qui sont attirants pour eux, et c'est bien sûr parce que c'est des contenus qui leur expliquent comment séduire, comment être populaire, comment être à l'aise. C'est des contenus sur des sujets qui les intéressent, sur les jeux vidéo et tout ça, et qui s'appuient sur les théories tout à fait misogynes et réactionnaires. Et oui, j'ai déjà entendu ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'éducatrices qui racontent ça. Et je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Je ne sais pas. Enfin, souvent, on redit qu'il faut des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle, que normalement c'est obligatoire. Là, ça devrait être déployé, mais c'est clair que même 3 séances par an, ça ne va pas suffire, en fait. Bon, après, j'ai quand même l'impression que la jeunesse voit aussi comment ça se passe dans la société, et en fait, c'est hypocrite de leur dire non, mais l'égalité, c'est bien et tout, quand ils voient autour d'eux que ça n'existe pas du tout, en fait. Donc bah oui, ils voient qu'ils sont plus forts au foot, ils en déduisent ça. En même temps, il n'y a que des matchs de foot de mecs qui sont montrés partout. En même temps, on a un violeur à la tête du ministère de l'Intérieur. Bon, c'est sûr que c'est pas un très bon exemple, quoi, si on croit à l'égalité et à l'absence de la violence. Donc je sais pas comment vous allez faire. Je sais pas comment on va faire. Non, parce que moi aussi, je dis vous, mais c'est pas vrai. Moi aussi, bien sûr, ça m'importe et tout. Je ne sais pas quelles sont les techniques, je ne sais pas, mais c'est un très bon sujet. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette vague de néo-mecs qui arrivent hyper masculins, quoi? Je sais pas. Non, je voulais juste dire que peut-être qu'une ressource encore se trouverait du côté des productions culturelles, trouver des productions culturelles qui leur permettent de décaler un peu leur regard. Je trouve que quand il s'agit de masculinité, c'est compliqué parce que c'est souvent des hommes qui sont eux-mêmes marginalisés pour une raison ou une autre, qui sont représentés, qui sont mis en scène justement dans une perspective de déconstruction. Et c'est rare en fait d'avoir des discours ou des œuvres qui présentent des hommes qui pourraient être du côté alpha de la force, pour reprendre des termes de ce type de groupe, d'incel. Et je pense que c'est en allant vers ce type de représentation aussi qu'on peut travailler les imaginaires et permettre aux plus jeunes de se déconstruire. J'ai pas d'exemple en tête parce que je pense que justement c'est tout l'enjeu, mais en allant dans ce sens, ça pourrait permettre au moins de décaler quelques regards, je pense. Ah, super. Merci. Moi, je me suis beaucoup posé la question parce que j'ai 2 grandes filles et un jeune garçon de 11 ans. Et effectivement, c'est beaucoup plus facile de donner du pouvoir aux filles pour voir ce qui se passe dans la société et les aider à dépasser le sexisme, le racisme, etc. Autant pour les garçons, c'est très compliqué. Et moi, j'ai 2 choses à vous recommander. Le premier, c'est un film qui s'appelle The Mask You Live In, que j'ai pas trouvé en français malheureusement, mais qui est vraiment super bien fait
parce que c'est avec des adolescents, seulement des garçons, et justement ils déconstruisent tout ce qui finalement leur pèse et ça leur montre bien tout ce qu'ils ont à gagner en fait à abandonner les injonctions qui leur sont faites. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est plus pour des adolescents, c'est un petit bouquin en format BD qui s'appelle Sur les routes de la masculinité. Et qui est aussi vraiment très bien fait, qui a été préfacé par Axel Latuada, pour ceux qui connaissent et tout le monde s'en fout, et qui présente un personnage qu'on suit dans le temps et qui voilà, est en train de se construire sa vie affective et sexuelle avec des petits passages explicatifs qui sont vraiment très bien faits et très féministes. Voilà, s'il y en a d'autres. Non, moi c'était pour rebondir sur ce que disait Vincent tout à l'heure, parce que ça s'est passé en fait dans le collège, où ils sont venus dans mon collège avec une classe que j'avais, et c'est vrai que ça avait été assez violent dans les propos avec les filles après, et c'était des enfants de 3e. Là, moi je suis dans un collège et je suis prof d'art plastique et je suis prof principale d'enfants de 6e, et l'infirmière a dû intervenir dans ma classe là, parce qu'ils font des interventions sur les niveaux 5e sur la sexualité, pas sur les 6e parce que c'est encore quand même des petits, mais on a quand même mis dehors, enfin on a exclu pendant une semaine 2 enfants de 6e de ma classe parce qu'ils ont des propos hyper violents sur des jeunes filles de la classe. Dès qu'ils sont à la cantine, c'est tu vas manger mon sperme, quand elles mangent un yaourt, c'est tu vas manger mon sperme, tu veux pratiquer, et en effet, sur les WhatsApp circulent, et les TikTok, des vidéos hyper pornographiques en fait. Et on a dû intervenir dans une classe de 6e par les viols, par les pénétrations. Moi-même, ça m'a foutu un peu mal pour les gamins, mais on a été quand même un peu obligés de faire ça. Et c'est vrai que moi, travaillant, et j'ai pas mal de collègues là, travaillant avec des jeunes, c'est vrai que là, je me dis, waouh, ouais, en effet, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, quoi. Parce que ça vient, moi je me dis, ça vient vraiment, là les gamins, ils ont 11-12 ans. Et encore aujourd'hui, il y en a 2 qui se sont battus dans ma classe parce qu'il y a un gamin qui a dit à une gamine, t'as des bites plein la bouche. Donc voilà. Donc nous, c'est vrai que moi, tous les jours, j'ai un peu, on est face à ça. Je ne sais pas ce que vous, les collègues d'autres collèges, mais moi, dans le mien, c'est vrai qu'on est confronté à ça tous les jours. Et c'est de plus en plus jeune, je trouve. Pour le coup, il y a je crois que c'est les cœurs sur la table, hein, c'est quoi l'amour maîtresse. Ouais. Donc ça explique quand même pas mal de choses. C'est hyper intéressant à écouter pour les parents et pour les personnes qui bossent avec des enfants. Ouais, mais en fait, c'est la continuité. En tout cas, je pense que de toute façon, la loi, elle oblige à l'éducation, à la vie affective et sexuelle dès la maternelle. Hein. Donc ils sont petits, mais en fait... il faut avoir un discours adapté à leur... Mais franchement, j'entends ce que vous dites et c'est pas la première fois que j'entends ça. Ouais. Et donc, va falloir s'en préoccuper. Ouais. Collectivement, qu'est-ce qu'on fait de ça oui, c'est bien sûr, ils ont accès au porno. Oui, ils ont accès à des téléphones avec du contenu dessus sans que ce soit vraiment vérifié. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Vous voulez... Ouais. Si, je voudrais juste quand même rajouter un truc, c'est que c'est super chouette que vous soyez plusieurs féministes, progressistes en fait, intéressés par ces questions-là, parce que pour l'instant, j'ai quand même l'impression que les seuls qui s'en préoccupent, c'est les plus réactionnaires. Voilà. Parce qu'en fait, pour vous dire l'état du débat sur le porno, j'ai l'impression qu'en fait, on est beaucoup à être resté sur une ligne Virginie Despentes, quoi, avec le porno, c'est-à-dire où elle disait, elle disait, en fait, le porno, il n'y a rien de mal au porno, on a diabolisé ça, parce qu'elle-même, en fait, vous savez, son film Baise-moi, son premier film, il avait été censuré, interdit aux moins de 18 ans et tout, et donc elle vient d'une tradition féministe qui est de sexe positif, ça s'appelait, parce que dans les années 80, aux États-Unis, il y a eu des énormes batailles autour du porno avec ce qu'on appelle les sex wars, donc celles qui étaient vraiment... qui considérait que le porno, c'est de l'appel à la haine des femmes, en fait, que ça devrait vraiment être interdit, et d'autres qui disaient, non, c'est pas que ça, on peut faire du porno positif, on peut faire du porno féministe, en fait, le problème, c'est pas le porno, c'est la misogynie dans le porno, et on peut changer ça. Bon.
Et en gros, j'ai l'impression que les termes du débat, ils n'ont pas tellement changé. Alors qu'en fait, depuis, il y a eu quand même l'arrivée des tubes, quoi, donc du porno illimité, accessible gratuitement en un clic et tout ça. Et du coup, j'ai l'impression que les féministes, je n'entends pas là de féministes, à part Ovidie un peu, dire que là, on a un problème avec le porno, là, en fait. Moi, je crois ça. Voilà. Et c'est sûr que là, il y a un truc... je vois bien que c'est ultra violent. Là, pour la première fois, il y a un procès là, qui va se tenir, le procès de French Bukake, là, qui est un producteur de porno qui est quand même accusé de torture, hein, je crois. Donc bon. Bref, et le fait que les plus jeunes aient vraiment accès à ça, il y a toujours eu, si vous voulez, des paniques morales sur les jeunes et la sexualité, toujours, mais en fait, c'est des paniques morales qui sont généralement instrumentalisées et récupérées par les franges les plus conservatrices et les plus réactionnaires de la société, qui en gros finissent toujours par dire pas de sexualité avant 18 ans, quoi, quelle qu'elle soit, qui considère, voilà. Et en fait, je suis pas d'accord avec ça non plus. Enfin, ça va pas. Donc, je trouve là qu'on est en manque d'un discours clair, structuré, efficace, adapté, en fait, pour les professeurs, tous les éducateuristes, les parents et tout, qui n'ont pas envie d'être dans un discours réactionnaire. De dire ah non, moi je t'en parle pas, c'est dégoûtant tous ces trucs et tout, et qui en même temps ont pas envie de dire oui bah, c'est du porno, c'est pas grave. Non, en fait quand on regarde du porno à 8 ans c'est hyper violent, c'est hyper grave, et en fait ces mômes dont vous parlez, vous devez, j'imagine, tous vous inquiéter de ce qui leur arrive à la maison, quoi, parce que pour dire des trucs pareils, c'est... Un des deux petits, on a appris par la maman qu'il avait peut-être vu, alors on sait pas, elle a parlé avec lui, il aurait peut-être vu, elle se rappelle qu'il a peut-être vu en CE2 ou CM1, on ne sait pas comment, des vidéos porno. Enfin, il a vu ça et que depuis, on ne sait pas. Là, on est au tout début, ça arrivé il y a 15 jours. Donc, voilà, on ne sait pas. Mais on cherche, mais c'est vrai que c'est hyper... là, on ne sait pas trop quoi faire pour l'instant. Pardon, hein, c'est vraiment le... Mais bon, il y a 3 gamins par classe qui sont victimes de violences sexuelles. C'est aussi une des choses qu'on dit, en fait, que des comportements d'exhibitionnisme, d'obsession pour des choses très sexuelles, ça peut être aussi ça. Mais je sais que c'est terrible pour vous, la situation des personnels éducatifs et tout, parce que vous n'avez pas de moyens, en fait, avec vous pour gérer ça, quoi. Donc, voilà. Mais je trouve, voilà, je me dis, je sais pas, vous connaissez là entre vous ceux qui ont pris la parole dessus, vous pouvez, voilà, c'est vrai que ça vaut le coup de réfléchir à qu'est-ce qui existe. Enfin, vous le faites déjà, j'imagine bien, mais non, mais en fait, moi, je me dis surtout ça pour moi. Je me dis que tiens, je vais me pencher vraiment sur ce problème-là parce que, voilà. Ouais. Non, mais c'est sûr qu'il y a, bah oui, non, mais c'est sûr. On va faire dans l'ordre où on a levé la main. Bonjour. J'aimerais demander s'il existe une sorte de coopération entre les personnes qui font des podcasts féministes dans les pays différents, parce que ce sera intéressant partager les expériences entre les féministes françaises, féministes russes, féministes ukrainiennes, féministes Kyrgyzstan, etc. J'ai écouté pas mal des podcasts féministes russes et ça se développe beaucoup malgré la situation. Et actuellement, j'ai réfléchi beaucoup sur le lien direct entre le monde misogyne et les pays autoritaires, en fait. Et je pense que c'est très important aussi expliquer que c'est pas juste une bataille pour les femmes, c'est une bataille contre le monde en dictature, en fait. Et ça serait bien partager ça avec d'autres personnes qui font des podcasts. Voilà. Je prends la question, d'accord. Je crois qu'il y avait quelqu'un. Merci. Je voulais juste rebondir sur l'interrogation à propos du porno, parce que tu disais qu'il n'y avait pas de féministes qui s'appropriaient cette question. Et il me semble, donc, dans le milieu porno féministe, justement, il y a Erika Lust, qui est productrice et réalisatrice à Barcelone, qui a fait un site à destination des parents, et je pense que c'est aussi utilisable par les profs, pour parler de porno à ses enfants, en fait.
partant du principe que évidemment ils vont y être confrontés, on ne va pas pouvoir leur éviter ça. Donc comment leur expliquer, comment prendre du recul en fait sur les images qu'ils voient et comment voilà, les aider un peu à naviguer dans ce truc-là. Donc ça vaut la peine d'aller voir. Est-ce qu'on peut prendre encore une question ? Oui ? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors moi j'ai une observation. Vous parlez de la loi pour qu'il existe donc 3 interventions, mais la loi n'est pas respectée. Donc nous sommes le champion du monde de pays qui créons des lois et qui ne les respectons pas. Donc s'il y a une première chose à faire, c'est qu'on se révolte tous contre ça et qu'on demande tous, là où on est, à nos recteurs, à nos rectrices, de faire appliquer la loi et de donner les moyens humains aux associations qui sont habilitées à aller dans les établissements. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi je suis un petit peu une béotienne sur toutes ces histoires de podcasts. Et je voudrais savoir, voilà, quand j'ai entendu les couilles sur la table, il faut comprendre que c'est une raillerie, bien évidemment, je suppose. Mais pourquoi ce mot, puisque c'est un attribut, me semble-t-il, masculin? Est-ce que je dois comprendre que vous adoptez un regard masculin, le male gaze, ou bien est-ce que, comme vous disiez tout à l'heure, vous voulez totalement déconstruire les stéréotypes masculins? Et puis ma troisième question, c'est bon voilà, comment on fait pour vous trouver? Parce que moi j'écoute les podcasts sur France Culture, parce que là je sais où les trouver, mais pour trouver les vôtres, comment est-ce qu'on fait? Merci. Merci pour les questions. Merci. Déjà pour la camarade, tu es russe. C'est vrai, tu as raison, il faudrait un réseau de journalistes féministes, mais je pense que ça existe. Il y a des chaînes Telegram de journalistes anglophones féministes. Et je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit sur... bien sûr que le féminisme, c'est pas un sujet de femmes, ça concerne absolument tout le monde. Et puis, la pensée féministe, elle est forcément liée avec la pensée décoloniale, avec la pensée antivalidiste, avec la pensée démocratique. En fait, c'est vraiment des combats très très forts à mener ensemble parce que, oui, l'autoritarisme, ça va avec la misogynie, ça va avec le racisme, ça va aussi, on le sait, hein, le fascisme avec l'obsession des corps sains, de la pleine santé, de toutes ces choses-là. Donc, c'est sûr qu'il faut mettre en évidence ces liens-là, quoi. Et c'est pour ça que c'est très inquiétant qu'il y ait toute une frange de la population, et notamment des jeunes hommes, qui courent tout droit dans les bras de l'extrême droite. Voilà, donc nous avons bien des combats à mener, ça c'est sûr. D'où ma suggestion, un peu dans le désordre pour vous, madame, sur comment écouter des podcasts, que faire et tout. En fait, à chaque fois, à chaque rencontre, et je le rappelle tout le temps, c'est... si vous êtes toute seule avec vos idées féministes, il faut absolument que vous trouviez des gens, faut trouver une bande, quoi. Faut trouver des copines, faut trouver les camarades, des assos. Donc faites des cercles de parole, rejoignez des assos, même j'imagine que c'est déjà le cas pour énormément d'entre vous. Donc j'espère, madame, je ne sais pas qui voudra bien vous montrer autour de vous, ici, là, quelqu'un va vous montrer comment faire sur votre téléphone pour écouter des podcasts. On va vous expliquer sur un bout de papier comment vous pourrez les écouter sur votre ordinateur. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Oui, sur Erika Lust, merci de la suggestion, tout à fait. Erika Lust y participe aussi. Mais je me dis pas tellement en fait sur quelles alternatives on va faire que, en fait, qu'est-ce qu'on fait face à Pornhub et tous les géants en fait là des tubes, quoi, qui nous dégueulent du contenu porno ultra violent. Qui sont en plus souvent de la porno-divulgation, je veux dire, des images qui ont été volées en fait. C'est vraiment trash, quoi. C'est vraiment les pires trucs qu'il y a sur les tubes. Et c'est vrai que j'avais l'impression qu'avant, on pouvait pas trop le dire comme féministe, quoi, parce que le porno c'était plutôt cool et tout. Mais en fait, là, moi c'est bon, j'ai basculé. Je pense que c'est l'enfer en fait. Je pense que c'est vraiment épouvantable. Mais je trouve pas d'ouvrage qui soit pas anti-sexe non plus.
qui raconte tout ça. Enfin, le porno féministe, oui, mais bon, je sais pas, j'ai pas bien réfléchi au truc, donc je vais m'y atteler. Mais en tout cas, oui, Eric Alouz, super, Olympe de G, pareil. Enfin, il y a plein de gens qui pensent qu'on peut faire du porno responsable, féministe et tout, quoi. Mais que là, c'est pas le problème qu'on a, en fait, là. Là, le problème qu'on a, c'est les énormes machines économiques complètement dérégulées. Enfin, ils peuvent vraiment faire tout ce qu'ils veulent et tout. Et ils gagnent vraiment, ça brasse des centaines de millions d'euros, quoi, plus même, le porno. Donc, bon. Les couilles. Alors, eh bien, c'est bien sûr une... Bah, même chose, parce qu'en fait, c'est pas une expression qui existe pour l'instant en français. Et donc, toujours dans cette optique de dénaturaliser, ce qui nous paraît aller de soi, depuis que nous sommes petites, nous entendons les hommes parler de leurs couilles. Hein, pas des femmes parler de leur clito. Hein, voilà. Donc, ils sont là, et voilà, je m'en bats les couilles, sors tes couilles, poser ses couilles sur la table, les hommes entre eux s'appellent ma couille, enfin, certains hommes entre eux s'appellent ma couille. Bon, donc, je me suis dit, car je crois que c'est une synecdoque, c'est ça, comme ça on dit, voilà, une synecdoque, donc ils prennent la partie pour le tout. Donc en réalité, ils veulent dire les hommes en fait quand ils s'appellent les couilles et tout, parce que c'est donc un attribut viril par excellence qui est censé symboliser la virilité, le courage, l'audace. Et donc j'adorais cette expression des couilles sur la table parce que eh bien, cette table sur laquelle il était valorisé de poser ses couilles, je me suis dit qu'on pouvait en faire une table d'examen de la masculinité, voire une table de dissection. Et donc ce titre me paraissait contenir toute la promesse de l'émission, c'est-à-dire qu'on allait disséquer en fait les hommes. Voilà, on allait en discuter, c'est peut-être une table de jeu, une table de discussion, une table d'examen. Et puis aussi, eh bien, par esprit provocation, qui est quand même un truc que j'aime toujours faire. Enfin, voilà. Et je pense que le titre a contribué au succès du programme, puisque même les adultes adorent dire des gros mots. Et je sais, de source sûre, que plusieurs dames bourgeoises ont dit l'air gourmand à des dîners, qu'elles écoutaient les couilles sur la table, ce qui faisait s'esclaffer toute l'assemblée et ce qui faisait que les gens retenaient le nom, quoi. Voilà. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont lu le livre de Caroline Criado-Pérez qui pose la question des statistiques genrées qu'on a, dont on dispose. Et je voulais savoir pour les podcasts ce qu'il en était à la fois pour la production, mais aussi pour l'écoute. Ouais. Bah, ça dépend des sujets. Voilà, sur YouTube, ça se voit aussi très fort. Parce que bon, en fait, la majorité des gens n'écoutent pas de podcasts. Hein, là. En fait, la majorité de la consommation culturelle, ça se fait sur YouTube. C'est des vidéos YouTube en fait que regardent les gens. Ils n'écoutent pas tellement des podcasts. Bon, bah, sur YouTube, les 20 plus grands YouTubeurs, c'est que des mecs déjà. Voilà. Et je crois que ça suit en fait statistiquement. C'est la même chose pour toutes les productions culturelles. C'est-à-dire qu'on sait que les femmes lisent des hommes et des femmes. Les hommes ne lisent que des hommes. Enfin, pour la plupart, ils lisent que des hommes. Bon, déjà, ils lisent moins que les femmes, mais voilà. Par contre, c'est les hommes qui produisent le plus de romans. Bon, donc c'est pareil pour la musique, c'est pareil pour le ciné, c'est pareil pour YouTube, ça doit certainement être pareil pour les podcasts. Les couilles sur la table, c'est pas écouté par une majorité d'hommes. Hein. Quand je dis regardons-nous, bon bah voilà, là c'est écouté par une majorité de femmes et aussi, et ça c'est le biais des bulles, mais c'est l'effet bulle quoi, qui est le cas d'énormément de productions culturelles aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas quand il y avait des mass médias. Il y avait des référentiels communs en fait un peu plus larges, alors que là, en fait, il semblerait qu'on soit tous et toutes, on préfère aller dans des contenus plus niches. Il y a beaucoup de niches, c'est pas forcément péjoratif, hein, c'est assez confortable, quoi. Et donc, clairement, moi, les auditeuristes, c'est plutôt des auditrices, qui me ressemblent en plus, qui ont la trentaine, qui ont fait des études, qui sont CSP+, qui sont hétéros, qui sont urbaines, tout ça. C'est quand même, voilà, c'est plutôt ça. Mais il y a aussi plein de mecs qui écoutent. Ce que je veux dire, c'est qu'en pourcentage, c'est peut-être pas beaucoup, mais ça doit être, je sais pas, de l'ordre de 20-30%, je sais pas. Et ouais, et après, en message, il y a beaucoup d'hommes qui sont très intéressés par ça, voilà, qui m'écrivent. Et pour les autres podcasts féministes, je pense que c'est à peu près la même chose, quoi. Merci beaucoup, merci d'être venu un soir pour voilà, je suis toujours étonnée, mais merci.
Merci à Mathilde d'avoir animé cette discussion. Merci à Mathilde Laichelet. Merci de m'avoir invitée. Merci. Alors, merci à vous. Avant de conclure, j'ai 3 informations importantes à vous donner. La première, c'est que notre prochaine nocturne féministe aura lieu le 8 juin, le 6 juin, avec l'artiste autrichienne Katarina Cibulka. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais signaler et saluer et remercier les clitoriciennes pour leur présence. Elles vont réaliser une interview de Victoire Tuaillon juste après, qui sera ensuite diffusée sur Radio Campus Orléans. Et enfin, un petit clin d'œil pour nos amis du Centre chorégraphique national qui reçoivent le samedi 13 avril à 19h une conversation performée de Nina Santes et Mercedes Daci. C'est gratuit et c'est sur réservation et vous avez les flyers juste là à la sortie. Merci encore. Merci Mathilde.